Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Alexandra, votre monitrice d'auto-école et aujourd'hui nous allons faire une session en live du code de la route. Donc la première question, si vous avez des questions déjà n'hésitez pas à les laisser en commentaire, on y répondra. La première question, le covoiturage permet au conducteur de diminuer les frais de trajet. Donc oui, réponse A, non, réponse B. Il est utile pour un trajet ponctuel ou régulier. Donc à vous de jouer, je vous laisse l'image en grand. Voilà, donc là, les bonnes réponses sont donc oui, hein, ça permet au conducteur de diminuer les frais de trajet. Et donc il est utile aussi bien pour les trajets ponctuels que réguliers. Donc ponctuels, c'est-à-dire lorsque vous partez en vacances, etc. Vous pouvez faire appel à des sites internet qui sont prévus pour ça. Et du coup, vous êtes plusieurs dans une même voiture et vous pouvez vous diviser les frais de trajet, les frais de carburant, de péage, etc. Il est également utile pour les trajets réguliers, donc quand vous allez travailler, quand vous allez à l'école, etc. Vous pouvez monter à plusieurs dans une même voiture. Ensuite, question suivante. Donc ainsi installée, cette conductrice risque de ne pas être efficace sur les commandes. Donc oui, vrai, réponse A, faux, réponse B. De ne pas percevoir tous les indices utiles. Donc réponse C, vrai, et réponse D, faux. Hop. Voilà, donc là, les bonnes réponses sont vraies. Donc ainsi installée, cette conductrice ne peut pas être efficace sur les commandes étant donné qu'elle a les bras beaucoup trop tendus, elle est beaucoup trop loin du volant. Et elle risque également de ne pas percevoir tous les indices utiles parce que si elle a à tourner la tête pour vérifier ses angles morts, par exemple, elle sera obligée de lâcher le volant étant donné que les bras sont beaucoup trop tendus. Donc là, c'est également vrai. Donc A et C. Ensuite, dans cette situation, je passe donc réponse A, B, je m'arrête ou C, je klaxonne. Je vais vous la mettre en grand pour que vous puissiez la voir. Donc là, nous avons un piéton. Hop. Donc là, la bonne réponse, bien entendu, c'est je m'arrête, c'est la réponse B. Étant donné qu'on a un piéton qui est engagé sur un passage piéton, il est prioritaire, il veut traverser la chaussée. Donc là, bien entendu, on s'arrête et on ne klaxonne pas. Le klaxon en agglomération est interdit sauf danger immédiat. Ensuite, donc un pneu vert est un pneu donc A réservé aux véhicules tout-terrain, réponse B plus économique et réponse B de couleur verte. Voilà, donc là, un pneu vert, bien entendu, c'est un pneu qu'on appelle plus économique. Donc en fait, il a une pression qui fait que le véhicule va moins consommer, on va dire, va moins consommer de carburant. Il est prévu pour ça, donc ils sont certainement un petit peu plus chers dans les concessions, mais c'est vrai que ça vaut le coup, ça peut diminuer vos frais de carburant. Alors, je peux m'engager dans la circulation. Oui, réponse A et non, réponse B. Voilà, donc là, la bonne réponse, bien entendu, c'était non. Donc pourquoi non? Étant donné qu'on a beaucoup de voitures, on voit qu'il y a des cyclistes, il pourrait y en arriver derrière. Donc là, bien penser à contrôler l'angle mort, en plus de ce rétro latéral. Hein. Donc là, on ne peut pas s'engager, étant donné qu'on a quand même beaucoup de circulation dans la voie sur laquelle on veut s'engager. Donc on ne s'engage pas. Ensuite, donc ces documents sont obligatoires à bord du véhicule. Donc oui, réponse A, non, réponse B. Donc là, la bonne réponse, c'est oui. Hein. Donc ces documents sont obligatoires. Donc là, nous avons la carte, le papier vert, on va dire, qui est l'assurance du véhicule. Là, nous avons un éthylotest, donc obligatoire également dans des véhicules.
Et enfin, le certificat d'immatriculation, donc dit un peu plus communément la carte grise. Donc ces documents sont bien évidemment obligatoires. Si vous vous faites arrêter par les forces de l'ordre, il faut pouvoir les présenter. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir une amende de 11 €, voire plus, si vous dépassez un délai. L'éthylotest, il faut le savoir, donc il est obligatoire. Par contre, si vous ne l'avez pas à bord du véhicule, vous ne prenez pas d'amende. Mais celui-ci est obligatoire quand même. Alors, je quitte. Donc, réponse A, une agglomération. Réponse B, un lieu-dit. Donc là, la bonne réponse, c'est une agglomération. Donc ce panneau, celui-ci là que vous voyez, c'est un panneau qui nous dit qu'on sort d'une agglomération. Il est d'autant plus barré. Simplement, donc la vitesse va être abaissée, on va dire, à 70 km/h. Normalement, quand on quitte une agglomération, la vitesse passe à 90 km/h. Là, il doit certainement y avoir une zone dangereuse. On voit également qu'il y a un danger, une chaussée qui est plus ou moins glissante. Donc du coup, voilà, cette vitesse est abaissée à 70 km/h. Mais nous quittons bien une agglomération. Alors, cette balise indique un passage à niveau. Donc oui, réponse A, non, réponse B. Donc là, la bonne réponse, bien entendu, c'est non. Donc cette balise que nous avons ici ne nous indique pas que l'on va rencontrer un passage à niveau. Les balises de passage à niveau sont bleues et blanches. Simplement, celle-ci, donc elle est là certainement pour des travaux, car il doit certainement y avoir des travaux sur la chaussée, notamment sur le long du trottoir. Ou alors, simplement, voilà, elles indiquent aux ouvriers un point de repère. Dans cette situation, je dois ralentir. Donc réponse A, c'est oui, réponse B, c'est non. Donc là, la bonne réponse, c'est oui. Nous sommes dans une agglomération où la chaussée est assez étroite. On a donc des habitations de part et d'autre de la chaussée. En plus de ça, on a un véhicule qui circule. Donc là, il faut bien évidemment ralentir pour pouvoir faciliter le croisement entre mon véhicule et ce véhicule blanc. Donc là, on est obligé de ralentir. Alors, mon passager vient de faire un malaise. Pour alerter les secours, j'utilise en priorité mon téléphone portable. Donc, réponse A, oui. Réponse B, non. La borne d'appel d'urgence à droite. Donc, réponse C, du coup, c'est oui. Et réponse D, c'est non. Je vous la mets en grand. Hop. Voilà, donc là, les bonnes réponses. Donc pour alerter les secours, j'utilise en priorité mon téléphone portable. Donc c'est non, c'est pas en priorité qu'il faut utiliser le téléphone portable. Il faut utiliser la borne d'appel d'urgence qu'on a donc là sur une autoroute. Donc oui. En priorité, pourquoi il faut donc utiliser ces bornes d'appel d'urgence? Tout simplement parce qu'elles peuvent vous localiser beaucoup plus facilement que sur un téléphone portable. Souvent, quand vous êtes en panne, si vous appelez avec votre téléphone portable, vous ne savez pas forcément où est-ce que vous vous situez, à quel kilomètre précis vous vous situez. Donc là, c'est beaucoup plus facile, on va dire, pour les secours de vous repérer avec cette borne d'appel d'urgence. Il faut savoir que sur les autoroutes, donc elles sont situées à tous les 2 km. Donc là, c'était la B et la C, du coup, les bonnes réponses. En cas d'accident, l'assureur peut refuser des garanties si je ne portais pas mes lunettes de vue. Donc réponse A, oui, et réponse B, non. Si j'avais bu de l'alcool, donc réponse C, oui, et réponse D, non. Hop. Donc là, les bonnes réponses. Donc en cas d'accident, l'assureur peut refuser des garanties si je ne portais pas mes lunettes de vue. Donc là, c'est oui, bien entendu. Donc vous avez
Au moment de l'inscription en auto-école, sur votre dossier d'inscription, on vous demande si déjà vous portez des lunettes ou des lentilles, si vous avez un problème au niveau de l'œil. Et à ce moment-là, donc nous, on le note sur votre dossier d'inscription. Et la préfecture, au moment de faire votre permis, vous note une mention sur votre permis de conduire, lunettes de vue obligatoires donc pour conduire. Donc si vous ne les avez pas, et en cas d'accident, en accident grave, votre assureur peut bien évidemment refuser les éventuelles garanties. Donc, si j'avais bu de l'alcool, là également, bien entendu, l'alcool au volant, c'est déconseillé totalement. Et du coup, si vous avez un accident avec de l'alcool dans le sang, là c'est sûr que votre assureur, il peut même carrément rompre le contrat que vous avez avec lui. Donc la bonne réponse est la A et la C. Alors, transporter des affaires lourdes à l'avant est réponse A, conseillé, réponse B, déconseillé. Donc, transporter des affaires lourdes à l'avant, c'est-à-dire des valises, des gros bagages, donc c'est déconseillé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en cas d'accident, en cas de choc, ces valises vont être propulsées à l'avant. Ça fait des projectiles, donc non seulement pour notre voiture, mais elles peuvent également être expulsées de notre véhicule et du coup provoquer un suraccident, si vous voulez. Donc les affaires lourdes, les bagages lourds, de préférence, il faut les mettre dans le coffre. Un entretien régulier du moteur augmente la consommation de carburant. Donc réponse A, oui. Réponse B, non. Diminue le taux de rejet de CO2. Donc réponse C, oui. Et réponse D, non. Hop, donc le moteur. Donc un entretien régulier du moteur augmente la consommation de carburant, donc c'est non. Elle n'augmente pas la consommation de carburant. Diminue le taux de rejet en CO2, donc là c'est oui. Donc un entretien régulier du moteur, c'est-à-dire contrôler tout ce qui est niveau, les niveaux d'huile, les niveaux de liquide de frein, de refroidissement, les filtres, tout ce qui est filtre dans votre véhicule. Tout ça, au contraire, ça diminue la consommation de carburant. Vous avez un filtre qui n'est pas encrassé, donc automatiquement, votre consommation sera moindre. Pareil pour l'huile. Les niveaux, notamment l'huile, va faire que les organes dans votre véhicule vont être beaucoup plus fluidifiés et du coup, ça limitera la casse du moteur et donc la surconsommation. Donc un entretien régulier du moteur diminue le taux de rejet en CO2, c'est donc évidemment le cas. Donc si on entretient, régulièrement son moteur, on va automatiquement rejeter beaucoup moins de CO2. Donc toujours pareil, parce que les filtres seront moins encrassés, du coup toutes les particules pourront être carbonisées, on va dire. Alors, ce panneau est donc réponse A, permanent, réponse B, temporaire. Je vais vous le mettre en grand, hop. Voilà, donc ce panneau, on le voit, il n'est pas implanté, on va dire, dans le bitume, dans le sol. Il est posé comme ça sur la chaussée. En plus de ça, on peut voir que là, on a donc des marquages jaunes tout le long de part et d'autre de la chaussée. Donc ça signifie qu'on arrive dans une zone de travaux, que la vitesse est diminuée du coup. Donc ce panneau est temporaire. Là, c'est bien un panneau temporaire. Le temps des travaux, on diminue la vitesse, tout simplement. Donc c'est la réponse B. Ces panneaux indiquent une route interdite aux cyclistes. Donc réponse A, oui. Réponse B, non. Donc une route interdite aux cyclistes. Bien, donc là, la bonne réponse va être non. Cette route n'est pas interdite aux cyclistes.
Simplement, ce panneau-là que vous avez là, donc le panneau carré barré, on va dire, avec le symbole du cycliste à l'intérieur, signifie tout simplement que c'est la fin, on arrive à la fin d'une bande cyclable. Donc en fait, tout ici, là, on avait une bande cyclable qui longeait notre voie à nous. Tout simplement, donc là, on n'a plus de bande cyclable, donc les cyclistes vont être obligés de circuler sur notre chaussée à nous. Donc là, ce n'est pas interdit, hein, c'est simplement pour nous signaler que les cyclistes n'auront plus leur bande pour circuler et qu'ils vont certainement se trouver sur notre chaussée. Alors, dans 200 mètres, je rencontrerai un poste d'appel d'urgence. Donc, réponse A, oui. Réponse B, non. Une cabine téléphonique. Donc, c'est oui, D, non. Je vais vous la mettre en grand. Je vous laisse lire la question. Hop. Voilà, donc ce panneau, donc à 200 mètres, je rencontrerai un poste d'appel d'urgence. Donc là, ça va être oui. Une cabine téléphonique, donc là, ça va être non. Pourquoi? Tout simplement, sur ce panneau que vous avez là, vous avez un symbole du téléphone avec donc les sigles SOS, hein, qui donc signifie que c'est une borne d'appel d'urgence que vous allez rencontrer et non pas une cabine téléphonique. Une cabine téléphonique, vous n'avez pas ça de noté, hein, sur ce panneau. Donc là, les bonnes réponses, donc c'était la A et la D. Alors, je peux encore me replacer à droite. Donc, réponse A, oui. Réponse B, non. Je vous mets la photo. Hop. Donc là, la bonne réponse, c'est non. On ne peut pas se replacer à droite, tout simplement parce que nous sommes sur une voie de stockage, nous sommes engagés sur une voie de stockage qui nous permet donc de tourner à gauche. En plus de ça, donc, si on regarde dans notre rétroviseur, on a un véhicule qui circule donc, sur la voie de droite, la voie que l'on vient de quitter finalement. Donc là, si on se replace au dernier moment à droite, donc déjà ça va surprendre ce véhicule et surtout ça peut être très très dangereux aussi bien pour nous, hein. Il pourrait y avoir un cycliste qu'on ne voit pas forcément dans notre angle mort. Donc du moment que vous êtes engagé sur une voie de stockage, il est fortement interdit de revenir sur la droite, sur la voie de droite. Donc c'était la réponse B. Alors l'airbag est un élément de sécurité, donc du coup ça active ou passive. Donc réponse A, active, ou réponse B, passive. Passif, pardon. Hop. Voilà, donc l'airbag est un élément de sécurité donc passive. C'est un élément de sécurité passive, donc ça veut dire que donc ces éléments de sécurité passive signifient simplement que lorsque vous avez eu un accident, tous ces petits organes vont diminuer le risque, vont diminuer le choc de l'accident, on va dire, hein, vont diminuer toutes les conséquences de l'accident. Voilà, j'ai trouvé toutes les conséquences de l'accident. Donc contrairement aux éléments de sécurité actifs, où là, nous avons l'ABS notamment, l'ESP, l'AFU, qui, tout ça vont limiter les risques d'accident. Alors que les éléments de sécurité passifs, donc comme l'airbag, la ceinture de sécurité, etc., là, ça va limiter simplement les conséquences de l'accident. Donc bien faire le distinguo entre ces deux éléments. Alors, je suis bien placée pour aller en direction de Lyon. Donc réponse A, oui. Réponse B, non. Emprunter cette sortie. Donc réponse C, oui. Réponse D, non. Donc là, je suis bien placée pour aller en direction de Lyon, donc oui. Hein. Nous sommes placés donc sur la voie, on va dire, la plus à droite
pour la direction de Lyon. Donc là, nous sommes très bien placés. Emprunter la sortie, eh ben, c'est également le cas. Donc on est aussi bien placé, seulement il faut tout de suite changer de voie. Pourquoi nous sommes bien placés encore? Parce que la sortie se trouve à 500 mètres. Donc on a encore le temps de pouvoir changer de voie immédiatement et se placer donc, sur cette voie à droite. D'autant plus qu'on n'a personne dans le rétroviseur, hein, donc là on peut s'insérer à droite sans problème. Donc on est aussi bien placé pour aller à Lyon que pour emprunter la sortie. Donc A et C les bonnes réponses. Alors je peux quitter mon stationnement immédiatement. Donc réponse A, oui. Réponse B, non. Je mets mon clignotant. Réponse C, oui. Réponse D, non. Donc je peux quitter mon stationnement immédiatement. Donc là c'est non la bonne réponse. Et je mets mon clignotant, c'est non également. Hein. Donc là pourquoi c'est non? Tout simplement parce que si l'on regarde dans notre rétroviseur, on voit qu'on a un véhicule qui est engagé donc, sur la chaussée, sur laquelle on veut s'insérer. Et donc du coup, donc déjà on ne peut pas le quitter immédiatement, notre stationnement. Et on ne met pas notre clignotant non plus parce que ça pourrait, ça va gêner très certainement, effrayer le véhicule qui lui circule sur sa voie. Donc les bonnes réponses, c'est la B et la D. Voilà, donc maintenant, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les poser en live, j'y répondrai. Alors, on avait une question, à quel âge peut-on passer son permis? Alors, on peut le passer à 17 ans et demi si on a fait... donc, à quel âge peut-on passer son permis? La question, si on a fait la conduite accompagnée, donc l'apprentissage anticipé de la conduite, on peut le passer à 17 ans et demi. Sinon, c'est 18 ans si vous êtes inscrit en permis en formule B traditionnelle. Quelle est la distance à laquelle on peut encore changer de voie? Très bonne question. Je pense que 200 mètres peut être encore suffisant. 200 mètres, c'est la distance déjà pour laquelle on peut simplement dépasser. Il nous faut à peu près 200 mètres. Donc, je dirais 200 mètres pour pouvoir changer de voie. Est-ce vrai que la nouvelle réforme est beaucoup plus difficile? Donc, est-ce vrai que la nouvelle réforme est beaucoup plus difficile? Elle n'est pas plus difficile, simplement la formation a changé. Donc on n'est plus avec le programme national de formation, on est avec le référentiel pour l'éducation à une mobilité donc, citoyenne, qu'on appelle plus communément le REMC. Donc c'est des modes qui ont changé, mais en soi ce n'est pas beaucoup plus difficile si votre auto-école a tous les outils pour vous former correctement. Simplement voilà, on a simplement un mode de formation qui a changé, mais rien n'est plus difficile. Donc là en plus pour le code de la route, ils ont donc retiré toutes les questions qui étaient difficiles, on va dire. Ils vont les réintroduire progressivement. Donc là, le code de la route n'est pas plus difficile qu'avant. Hein. Voilà, il y a encore des élèves qui l'ont régulièrement. C'est quoi qui a changé depuis la réforme? C'est quoi qui a changé depuis la réforme? Donc le code de la route lui-même a changé. Maintenant, tous les thèmes du code de la route ne sont plus pareils. Avant, on avait des thèmes comme l'arrêt, le stationnement, le croisement, le dépassement, et tout ça, ça a été regroupé en un seul et même thème, qui s'appelle aujourd'hui donc la circulation routière. Ce qui a changé, donc maintenant, on a les premiers secours qui sont apparus, qui avant n'étaient pas dans le code de la route. On a aussi tout ce qui est, donc on est beaucoup plus axé sur le conducteur lui-même, donc l'alcool, la drogue, etc. Donc là, on va beaucoup plus poser des questions sur les effets, on va dire, psychotropes de tous ces produits sur le conducteur. Pourquoi on ne peut pas mettre le clignotant pour signaler qu'on veut quitter notre stationnement si la voie n'est pas libre? Alors si la voie n'est pas libre, on ne peut pas le mettre tout simplement pour éviter d'effrayer un éventuel usager, enfin un usager qui circule sur la chaussée. Donc ça peut l'effrayer, il pourrait donner un coup de volant, dévier sur sa droite ou au contraire freiner brusquement. Donc du coup, voilà, c'est déconseillé. Il faut le mettre uniquement quand la voie est libre, quand on est sûr que personne n'arrive. Combien de temps doit-on réviser le code avant de le passer? Combien de temps doit-on réviser le code avant de le passer? J'ai envie de dire que ça dépend beaucoup des élèves. Un mois est suffisant pour apprendre toutes les questions du code de la route. Ça c'est sûr, mais après, voilà, c'est une question de régularité. Il faut être régulier, il faut y aller, il faut s'entraîner tous les jours, tout simplement. Il ne faut pas hésiter
à poser des questions à vos formateurs, à vos moniteurs d'auto-école et également à feuilleter voilà, votre livre de code que vous avez en auto-école, etc. Combien de kilomètres doit-on parcourir en conduite accompagnée? Alors en conduite accompagnée, il faut faire 3000 km en tout. Ou plus. Est-ce bien de passer le code et la conduite en même temps? Est-ce bien de passer le code et la conduite en même temps? Oui, si là vous êtes en vacances par exemple, oui, bien entendu. C'est bien, pourquoi? Parce que vous êtes en application, vous êtes en pratique, vous connaissez un petit peu le code de la route et en même temps vous le mettez en pratique d'un autre côté. Donc oui, c'est très bien de le faire. Après voilà, il ne faut pas non plus être en surcharge. Si vous voyez que c'est trop pour vous, arrêtez la conduite et basez-vous uniquement sur votre code et ensuite passez votre conduite. Bien, donc les 2 minutes sont écoulées, donc on continue sur les 20 dernières questions de cette série. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, à la fin on aura encore 2 minutes de questions, donc n'hésitez pas à continuer à les poser sur Internet. Alors, donc question 21. Mon passager fait un malaise. Je choisis de m'arrêter. Donc, réponse A, avant le panneau. Réponse B, après le panneau. Donc, si mon passager fait un malaise, dans cette situation-là, il faut choisir de s'arrêter après le panneau. Donc, il nous reste très peu de mètres à parcourir pour aller se placer juste derrière ce panneau. Pourquoi? Tout simplement, si on se place devant ce panneau-là, on risquerait de masquer la visibilité pour les autres usagers qui circulent derrière nous. Donc, fortement déconseillé de se placer ici. Simplement, voilà, le faire une fois que vous avez dépassé le panneau, pour éviter de masquer la visibilité. Donc, c'était la réponse B. À partir du panneau, les cyclistes doivent circuler sur le trottoir. Donc, réponse A, oui. Réponse B, non. Donc là, comme tout à l'heure, ce panneau signifie tout simplement la fin d'une bande cyclable, donc une bande cyclable que nous avons ici. Donc là, cette bande cyclable se termine, ce qui signifie que les cyclistes vont pouvoir circuler sur la chaussée et ils n'ont pas le droit de circuler sur le trottoir. Les cyclistes ne sont pas considérés comme des piétons dès lors qu'ils sont sur leur cycle. Donc du coup, ils ne sont pas autorisés à circuler sur le trottoir, excepté bien entendu les enfants de moins de 8 ans. Donc eux ont le droit de circuler sur le trottoir, mais vous, avec votre cycle, non, vous ne pouvez pas circuler sur le trottoir, il faut obligatoirement vous placer sur la chaussée. Donc là, la bonne réponse, c'est la B. Donc non, les cycles ne doivent pas circuler sur le trottoir, mais sur la chaussée. Je peux passer au point mort. Donc réponse A, oui. Réponse B, non. Donc là, nous sommes dans une descente qui est de 12%, comme nous l'annonce ce panneau. Et donc quand vous êtes en descente, il ne faut surtout pas passer au point mort parce que ça augmente tout simplement votre consommation de carburant. Parce que qu'est-ce que c'est le point mort finalement? C'est une position du levier de vitesse en fait, vous n'avez pas de vitesse quand vous êtes au point mort. Et donc du coup, votre moteur n'est plus du tout en liaison avec vos roues. Donc les roues n'entraînent plus le moteur si vous voulez. Donc sur certains véhicules, notamment qui ont des moteurs à injection, il va sans cesse, on va dire, votre moteur avoir besoin de carburant si vous êtes au point mort. Tandis que si vous passez donc une vitesse et vous utilisez votre frein moteur, là à ce moment-là, ce sera vos roues qui vont entraîner votre moteur et du coup, le moteur n'aura plus besoin de carburant, ce sera simplement les roues qui l'aidera à fonctionner. Donc du coup, on ne passe pas au point mort quand on est en descente. Donc attention aux idées reçues, beaucoup de gens pensent que lorsqu'ils sont au point mort en descente, ils vont consommer moins de carburant, c'est totalement faux. Il faut utiliser le frein moteur lorsque vous êtes en descente.
Donc la bonne réponse, c'est la B. Ensuite, donc, le régulateur de vitesse est une aide efficace à l'écoconduite. Donc A en montagne, B sur autoroute et C en ville. Bien, donc qu'est-ce que déjà le régulateur de vitesse? Tout simplement, donc c'est un outil qui nous permet d'enregistrer une vitesse et du coup qui la garde en mémoire. Donc là, votre véhicule, si on peut dire, va circuler tout seul, vous n'aurez pas besoin d'appuyer sur l'accélérateur pour pouvoir gérer l'allure. Donc c'est ça le régulateur. Donc c'est une aide efficace à l'écoconduite, à condition donc de circuler à une vitesse constante sur une longue durée et sur du plat. Donc là, la bonne réponse, c'est sur autoroute. Si vous êtes en montagne, vous êtes constamment obligé, à cause des virages, etc., de ralentir. Donc là, le régulateur est fortement déconseillé. Et c'est également valable pour la ville. Hein. Quand vous circulez en agglomération, il y a beaucoup de piétons, beaucoup de monde, beaucoup de feux. Vous êtes souvent obligé de vous arrêter. Donc du coup, le régulateur n'est pas du tout efficace pour les conduites. Donc c'est la réponse B sur autoroute. Le marquage au sol est donc réponse A permanent, réponse B temporaire. Donc là, comme je vous le disais précédemment, le marquage au sol est jaune. Hein, donc on le voit de part et d'autre de la chaussée, on a un marquage au sol jaune. Du coup, donc ça signifie qu'on est dans une zone de travaux, ce qui peut également vous aider. Donc ce sont toutes les balises hein, que vous avez de part et d'autre de la chaussée. Du coup, donc, dans une zone de travaux, donc automatiquement, le marquage de couleur jaune est un marquage temporaire. Donc souvent, voilà, c'est quand il y a des travaux, donc zone de danger, donc en général, on diminue l'allure. Donc réponse B, temporaire. Je circule avec le régulateur de vitesse. Je le désactive. Donc réponse A, oui. Réponse B, non. Bien, alors là, on arrive à hauteur d'un péage hein, qu'on voit nettement ici. Donc du coup, il faut obligatoirement désactiver le régulateur. Sinon, on arrive beaucoup trop vite à hauteur de ce péage et c'est pas bien de le désactiver au dernier moment au risque de surprendre des gens qui travaillent au péage, etc. hein. Donc oui, hein, dès qu'on arrive à hauteur d'un péage, en général, ils sont annoncés longtemps à l'avance. Il faut absolument désactiver le régulateur de vitesse et commencer à diminuer l'allure. Donc du coup, la bonne réponse, c'est la oui, c'est la A. Ce véhicule roule lentement. Je peux accélérer et me placer devant lui. Donc réponse A, oui. Réponse B, non. Donc là, nous circulons sur une chaussée donc à 2 voies de circulation. Nous circulons donc visiblement plus rapidement que ce véhicule ici. Il serait éventuellement tentant de le dépasser par la droite, seulement c'est interdit. Hein. Il ne faut pas accélérer donc, dans notre voie pour pouvoir nous placer ici. Hein. Ça, c'est considéré comme un dépassement par la droite. Donc interdit, si vous le faites, vous risquez donc une amende de 4e classe, une amende de 135 €, donc qui peut être minorée à 90 €, et une perte de 3 points sur le permis de conduire. Donc du coup, ne le faites pas, les dépassements par la droite sont interdits, sauf si, bien entendu, vous êtes sur une chaussée à sens unique, que la voiture a mis son clignotant pour tourner à gauche. Là, effectivement, on peut dépasser par la droite. C'est uniquement le seul cas. Sinon, sur autoroute, sur les voies à double voie comme celle-ci, interdiction de dépasser par la droite. Donc la bonne réponse, c'était la B, non. Ce passager ouvre sa portière sans m'avoir vu.
en cas de choc, le responsable est donc réponse A, le véhicule roulant, donc là en l'occurrence c'est moi, réponse B, le véhicule garé, donc celui-ci. Voilà, donc là, donc on a cet usager qui a ouvert sa portière sans nous avoir vus. Donc nous, là, déjà, on va être contraint à donner un coup de volant sur la gauche pour pouvoir l'éviter. Si jamais il y avait eu choc, le responsable était bien entendu le véhicule garé. Hein, donc c'est pour ça qu'on vous demande, lorsque vous êtes en voiture, de toujours bien vérifier avant d'ouvrir votre portière. Donc toujours bien vérifier, c'est-à-dire donc contrôler dans notre rétroviseur latéral et également notre angle mort, donc notre angle mort gauche là en l'occurrence. Hein. Donc du coup voilà, donc si vous avez un choc, vous n'êtes pas en tort, hein, vous ne pouvez pas savoir qu'il allait ouvrir sa portière à ce moment-là. Et donc du coup, c'est bien entendu cet usager qui a ouvert sa portière qui sera responsable. Donc là, c'était la B, le véhicule garé. Pour contrôler le niveau d'huile moteur, je le fais de préférence donc A sur un terrain plat, B donc le moteur chaud ou C le moteur froid. Donc pour contrôler le niveau d'huile moteur, il faut le faire de préférence donc sur un terrain plat. Pourquoi sur un terrain plat? Tout simplement pour avoir le bon niveau, hein, sinon le niveau pourrait être faussé si l'on est en pente. Et de préférence également le moteur froid. Pourquoi le moteur froid? Tout simplement, ça va permettre à l'huile de redescendre donc, dans le carter d'huile. Donc le carter d'huile, c'est un réservoir où se trouve votre huile moteur. Donc du coup, voilà, il faut la contrôler lorsque le moteur est froid afin que toute cette huile ait eu le temps de redescendre dans ce réservoir. Donc les bonnes réponses, c'était la A et la C. Cela fait 2h30 que je roule, je ressens de la fatigue, mais je suis bientôt arrivée à destination. Donc réponse A, je continue en roulant plus vite. Réponse B, je fais une pause. Ou réponse C, j'ouvre la fenêtre et mets de la musique. Donc là, la bonne réponse, bien entendu, donc ça fait 2h30 qu'on circule, on ressent les effets de la fatigue. Donc les effets de la fatigue, c'est le picotement des yeux, le bâillement, le besoin fréquent de changer de position. Donc voilà, tous ces signaux doivent nous alerter et bien entendu nous inciter à faire une pause. Hein. Donc la bonne réponse, c'était la B, faire une pause. On va certainement pas continuer en roulant plus vite parce qu'on va être beaucoup moins attentif à la route. Et ouvrir la fenêtre et mettre de la musique n'est pas non plus une bonne idée. Hein. Sur le long terme, c'est pas du tout une bonne idée. D'autant plus que les pauses, donc vous le savez, hein, doivent se faire toutes les 2 heures. Donc là, ça fait 2h30 qu'on roule. Il faut absolument faire une pause et se reposer. On a également une aire de repos hein, située à 1000 mètres. Donc là, ne pas hésiter à faire cette pause. Les éléments qui participent directement à la réduction de la pollution sont donc réponse A, le pot catalytique, réponse B, le filtre à particules, réponse C, la climatisation et réponse D, l'anti-démarrage. Donc les éléments qui participent directement à la réduction de la pollution donc, sont le pot catalytique. Donc qu'est-ce que c'est que le pot catalytique? C'est un pot donc, qui est sur les moteurs, sur les voitures essence. Donc ce pot il permet à brûler on va dire toutes les particules qui n'ont pas été brûlées lorsque le moteur fonctionne. Donc du coup ce pot va le faire à la place du moteur et donc du coup va pouvoir brûler toutes ces particules et rejeter du coup de l'oxygène ou autre.
B également, la bonne réponse, donc le filtre à particules. Donc là, c'est sur les moteurs diesel. On trouve donc ces filtres à particules. Donc pareil, ce film, comme son nom le précise, hein, il va retenir toutes les particules qui n'ont pas été brûlées, toutes les particules imbrûlées du moteur. Donc voilà, donc c'est la réponse A et la réponse B qui permettent la réduction de la pollution. En prenant la voie de droite, je quitte l'autoroute. Donc réponse A, oui. Réponse B, non. Donc en prenant la voie de droite, est-ce que je quitte l'autoroute? Alors là, la réponse c'est non. Pourquoi c'est non? Parce que nous allons, donc, comme on le voit, sur une aire, hein, l'aire des pierres dorées, là en l'occurrence. Donc on va sur une aire autoroutière, donc on reste sur le réseau autoroutier. Donc là, faites bien attention à ces questions, elles sont un peu pièges. On reste sur le réseau autoroutier, donc on ne quitte pas l'autoroute en soi, hein, donc bien faire attention. Donc là, la bonne réponse, voilà, c'était non, je reste sur l'autoroute. Alors, je vais rencontrer un passage à niveau dans environ, donc réponse A 30 mètres, réponse B 50 mètres, réponse C 100 mètres, réponse D 150 mètres. Alors, donc là, à combien de mètres se situe notre passage à niveau? Eh bien, c'est 150 mètres. Donc, comment on le sait? On le sait grâce à cette balise que nous avons ici. Donc, sur cette balise, nous avons, vous les voyez, donc trois traits rouges, on va dire. Et ces traits représentent chacun 50 mètres. Donc, quand vous en avez qu'un, donc le passage à niveau se situe à 50 mètres. Quand vous en avez deux, le passage à niveau se situe à 100 mètres. Et quand vous en avez trois, donc comme c'est le cas ici, le passage à niveau se situe à 150 mètres. Hein. Donc c'est une addition des mètres, des 50 mètres qu'on a à chaque fois. Donc la bonne réponse, c'était la D, 150 mètres. Circuler rapidement permet de maintenir un haut niveau d'attention. Donc réponse A, vrai. Réponse B, faux. Bien, donc circuler rapidement permet de maintenir un haut niveau d'attention. Bien évidemment, c'est faux. Hein. Pourquoi c'est faux? Parce que quand on roule vite, quand on roule très vite, on a plusieurs types de fatigue qui entrent en jeu. Donc la fatigue visuelle, parce que on a beaucoup d'informations, on a notre champ visuel qui va se rétrécir. Une fatigue physique également, parce qu'on est crispé quand on conduit vite, on regarde que devant soi, on est vraiment très concentré. Donc tout ça, ça provoque de la fatigue physique et également une fatigue, donc on va dire mentale, psychologique. Pourquoi? Parce que rouler vite provoque du stress. En général, quand on roule vite, on a une conduite sportive, les autres usagers nous perturbent, donc on est beaucoup plus stressé. Hein. Donc du coup, ça ne nous permet pas du tout de maintenir un haut niveau d'attention, hein, bien au contraire. Donc c'était B, faux. Alors, je peux me rabattre immédiatement sur la voie de gauche. Donc réponse A, oui. Et réponse B, non. Donc là, je peux me rabattre immédiatement sur la voie de gauche. Donc pourquoi se rabattre? Tout simplement parce qu'on arrive à hauteur d'une voie d'insertion. Donc là, on va devoir obligatoirement se positionner sur la gauche. Là, donc, en l'occurrence, on ne peut pas le faire parce qu'on voit que là, nous avons un deux roues, un motard qui circule sur cette voie de gauche. Donc là, si on le fait tout de suite, on risquerait de taper dans sa roue arrière. Hein. Donc là, on ne le fait pas, on ne se rabat pas immédiatement donc sur la voie de gauche. Donc la réponse correcte est la B. Je suis perdue, je peux suivre ce panneau pour retrouver mon chemin. Donc réponse A, oui, et réponse B, non.
Donc si je suis perdue, je peux donc suivre ce panneau pour retrouver mon chemin. Donc oui, hein, on peut le faire. Donc ce panneau indique un point, est un panneau d'indication déjà, il est de forme carrée et il indique un point d'information. Donc là, voilà, on n'hésite pas à suivre ce panneau. Souvent, il vous conduit généralement dans les offices de tourisme, etc. Où là, vous pouvez demander des informations sur votre itinéraire. Donc la bonne réponse, c'était oui. Alors, donc l'aiguille en 1 donc, indique la température du moteur. Donc réponse A, oui, et réponse B, non. L'aiguille en 2 indique le niveau d'huile moteur du véhicule. Donc réponse C, oui, et réponse D, non. Je vais vous les mettre en grand. Hop. Voilà, donc l'aiguille en 1, donc là on parle donc de celle-ci, indique la température du moteur. Donc là la bonne réponse c'était oui, c'est ce que signifie ce voyant. Donc ce voyant-là, lorsqu'il s'éclaire en rouge, ça veut dire que votre moteur est beaucoup trop chaud ou alors qu'il manque de liquide de refroidissement. Donc là il faut arrêter la voiture. L'aiguille en 2 indique le niveau d'huile moteur du véhicule. Donc là la bonne réponse c'était non. Donc cette aiguille-là indique le niveau de carburant du véhicule, le niveau de carburant qui nous reste. Donc c'est ce que signifie ce voyant, hein, la jauge à essence. Voilà, donc les bonnes réponses étaient la A et la D. Avant de porter secours, cette conductrice a raison de signaler l'accident. Donc réponse A, oui, et réponse B, non. Donc avant de porter secours en cas d'accident, effectivement, cette conductrice a bien raison de signaler en premier lieu l'accident. Donc la bonne réponse c'est oui. Donc pour rappel, on va dire, dans ces cas-là, lorsque vous arrivez les premiers aux abords d'un accident, il faut dans un premier temps donc, protéger les lieux, donc, comme c'est le cas ici, donc enfiler notre gilet de haute visibilité et placer notre triangle de présignalisation. Donc je vous rappelle qu'il faut le placer à environ 30 mètres de l'accident. Donc protéger, donc si on fait un petit terme mémotechnique, on va dire, donc on a le P de protéger. Ensuite, nous avons le A, donc le A de alerter. Donc protéger, alerter, donc alerter les secours, donc à l'aide des numéros que vous connaissez, hein, le 18, le 17, etc. Le 112 si vous êtes avec votre téléphone portable. Donc alerter les secours, leur dire où est-ce que se trouve l'accident et puis l'état des victimes. Et enfin, la dernière lettre, c'est le S comme protéger, alerter et secourir. Donc secourir, c'est-à-dire aller parler aux blessés, savoir s'ils sont encore réceptifs à ce que vous dites, les couvrir s'ils ont froid et ne surtout pas leur donner à boire. Hein, ça, c'est aussi des gestes à savoir. Hein. Donc voilà, le pas. Donc si vous arrivez aux abords d'un accident, n'hésitez pas à faire du coup le premier pas. Voilà ce que ça peut vous aider. Donc là, c'était oui. La première chose à faire avant de quitter mon stationnement est avertir. Donc réponse A, oui, et réponse B, non. Donc la toute première chose à faire lorsque vous êtes sur le point de quitter un stationnement, ce n'est pas avertir. La première chose à faire, c'est contrôler. Il faut contrôler, donc comme je vous le disais tout à l'heure, votre rétroviseur extérieur et votre angle mort pour vérifier qu'il n'y ait pas un piéton ou un cycliste. Donc voilà, ça c'est vraiment la toute première chose à faire avant d'avertir. Hein. Bien avant d'avertir, il faut contrôler. Donc avertir, c'est mettre son clignotant, bien entendu. Donc c'était la réponse B. Et enfin, donc la dernière question, la situation qui présente le plus de risques est donc réponse A, la situation numéro 1 ou réponse B, la situation numéro 2. Donc là, je vous la mets en grand pour que vous puissiez bien voir.
Donc là, la situation qui présente le plus de risques, c'est bien entendu la situation numéro 1. Pourquoi est-ce qu'elle présente le plus de risques? Tout simplement parce que si on compare avec donc, cette photo-là, on n'a pas les feux de stop allumés de cette voiture. Alors que là, vous les voyez, ils sont en rouge, donc on les voit beaucoup plus. Donc du coup, ça veut dire que ce conducteur, en reculant, ne nous voit pas s'il n'a pas le pied sur le frein. Donc c'est vraiment une situation qui présente des risques. Donc là, pas hésiter à donner un coup d'avertisseur sonore, un coup de klaxon, pour dire que l'on arrive, qu'il faut que cet usager arrête de reculer. Alors que là, on est sûr qu'il a le pied sur le frein et qu'il nous a vus. Donc la bonne réponse était la A, la situation numéro 1. Voilà, donc les 20 dernières questions sont terminées. Maintenant, on a encore 2 minutes de questions, donc n'hésitez pas à me les poser. Alors, est-ce que l'examen est plus facile qu'en auto-école? Est-ce que l'examen est plus facile qu'en auto-école? Cet examen ici, du coup, vous parlez certainement, il est pareil, j'ai envie de dire, qu'en auto-école. On se base un petit peu sur les questions qu'on a en auto-école, donc c'est du même recours qu'en auto-école. Quelle est la différence entre le régulateur et le limiteur de vitesse? Quelle est la différence entre les régulateurs et le limiteur de vitesse? Donc le régulateur, il permet d'enregistrer une vitesse. Par exemple, si je prends une voiture qui circule à 130 km/h sur l'autoroute, on va enregistrer notre vitesse à 130 km/h et ensuite le véhicule va pouvoir circuler tout seul à 130 km/h. Alors que le limitateur, lui, on n'a pas de vitesse enregistrée, simplement on met une vitesse à ne pas dépasser, donc par exemple 130 km/h si vous êtes sur une autoroute. Et là, vous aurez beau appuyer sur l'accélérateur, debout sur l'accélérateur si je peux dire, votre voiture ne dépassera pas le seuil des 130 km/h. Voilà, c'est la différence. Donc d'un côté, vous pouvez enlever le pied de l'accélérateur et de l'autre, vous avez votre pied sur l'accélérateur. Quelle est la différence entre annulation et suspension de permis? Quelle est la différence entre annulation et suspension de permis? Donc, une annulation peut être suite à un délit notamment, donc là on peut vous annuler votre permis, alors que la suspension, si je reviens sur l'annulation, donc on peut vous l'annuler, et là vous allez devoir repasser les épreuves du permis de conduire. Alors que la suspension du permis de conduire, on peut vous le suspendre pour 3 ans, et à la fin de ces 3 ans, on vous redonne votre permis de conduire. C'est la différence. Est-ce que c'est vrai qu'on peut passer le code à la poste? Est-ce que c'est vrai qu'on peut passer le code à la poste? Oui, désormais, le code est géré par des organismes donc, privés, comme la Poste. Seulement, vous n'allez pas aller dans votre bureau de poste pour passer les examens, ce sera simplement les postiers qui vont gérer cet examen du code. Est-ce qu'il y a des thèmes qui sont plus difficiles que d'autres? Alors, est-ce qu'il y a des thèmes qui sont plus difficiles que d'autres? Ils ne sont pas plus difficiles, c'est-à-dire qu'ils sont regroupés en fait par rapport à l'autre code de la route. Il y a des thèmes également nouveaux qu'il faut savoir et qui est un peu plus compliqué on va dire à apprendre, notamment le thème de la mécanique, où là ce sont beaucoup, si vous n'êtes pas mécanicien, c'est des choses qu'il faut vraiment savoir par cœur. Donc ce thème, je pourrais dire qu'il est un peu plus compliqué on va dire par rapport à l'ancien code de la route. Qu'est-ce que le point mort et à quoi sert-il à part à l'arrêt? Qu'est-ce que le point mort et à quoi sert-il à part à l'arrêt? Donc le point mort dans votre moteur, donc vous avez votre embrayage, vos roues, votre moteur tout simplement et votre boîte de vitesse. Donc sur la boîte de vitesse, le point mort c'est là où vous n'avez pas de vitesse finalement. Donc quand vous n'avez pas de vitesse, votre moteur n'est plus du tout en liaison on va dire avec les roues. Donc il vous sert tout simplement à ne pas faire caler votre moteur. Voilà tout simplement. Donc quand vous êtes à l'arrêt, on vous dit de vous mettre au point mort pour ne pas avoir de vitesse, pour pas que votre voiture cale. Quelle est la différence entre les feux de route et les feux de position seule? Alors, quelle est la différence entre les feux de position seule et les feux de route? Donc, les feux de position seule sont beaucoup moins puissants que les feux de route. On les utilise donc la nuit quand vous circulez sur une chaussée bien éclairée. Donc, quand je dis bien éclairée, c'est vraiment que vous voyez bien tout ce qui se passe autour de vous. Alors que les feux de route, eux, sont beaucoup plus puissants, ils éblouissent beaucoup, contrairement aux feux de position seule. Et donc ces feux de route, vous les utilisez donc hors agglomération, sur une chaussée qui n'est pas du tout éclairée. Donc là, ils vous permettront de bien voir.
Donc c'est tout bon pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette petite session live vous aura plu. N'hésitez pas donc à poser d'autres questions, on pourra y répondre par la suite. Et également n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. À bientôt chez DigiSchool.